le détroit d'Ormuz n'est plus seulement une voie maritime dangereuse. Il est en train de devenir un espace où la stratégie de pression de l'Iran risque de se retourner contre lui. Téhéran cherchait à transformer ce point de passage en un levier stratégique. Un corridor suffisamment risqué pour dissuader toute confrontation directe, mais trop vital pour être ignoré. Toutefois, lorsque cette pression attire progressivement des groupes aéronavals, des bombardiers stratégiques, des sous-marins, des unités de déminage, ainsi qu'une mobilisation diplomatique internationale accompagnée d'échéances visibles, l'équation change profondément. La question n'est plus de savoir si l'Iran peut menacer ce corridor. Elle devient: cette menace offre-t-elle désormais à Washington l'opportunité de restructurer le théâtre d'opération autour d'elle? Le projet iranien dans le détroit d'Ormuz n'a jamais été uniquement géographique. Il s'agit avant tout d'un mécanisme de levier stratégique. Un passage étroit devient un outil de puissance lorsqu'il contraint des acteurs plus puissants à hésiter, divise les alliés sur la réponse à adopter, et transforme le trafic civil en pari militaire incertain. C'est précisément ce système de pression que Téhéran a patiemment construit. Il repose sur une architecture en couches. L'île de Kish et ses environs ont été renforcés par des champs de mines navales denses, mais ce n'est qu'un élément. À cela s'ajoutent des vedettes rapides, des embarcations de type kamikaze et des plateformes sous-marines sans pilote opérant dans des eaux difficiles à surveiller. Il ne s'agit pas d'un simple dispositif défensif, mais d'une structure conçue pour exposer simultanément le trafic maritime à des menaces multiples et diffuses. Cette logique dépasse d'ailleurs le Golfe. Avec l'implication des forces Houthis depuis le Yémen, la ligne de pression s'étend vers le sud, jusqu'à la mer Rouge et au détroit de Bab el-Mandeb. Ainsi, la contrainte ne porte plus sur un seul corridor, mais sur deux axes stratégiques majeurs du commerce mondial. Dans ce contexte, l'Iran ne se contente plus de créer de la tension. Il cherche à modeler les termes mêmes de la négociation par une instabilité contrôlée. Cependant, les premières fissures apparaissent. Le 2 avril, selon Reuters, le chef de l'armée iranienne, Amir Hatami, a ordonné à ses commandants de se préparer à toute éventualité, d'observer les mouvements ennemis avec une vigilance extrême, et averti que toute attaque terrestre devrait être repoussée sans laisser de survivants. Ce discours visait à renforcer la dissuasion. Mais il révèle également une réalité plus fragile. L'Iran n'agit plus depuis une position de contrôle silencieux, mais sous pression croissante. Dans le même temps, Washington redéfinit le cadre narratif. Le CENTCOM a publiquement appelé les gardiens de la Révolution à mener leurs exercices navals dans le détroit d'Ormuz de manière sûre et professionnelle, en évitant tout risque inutile pour la navigation internationale. Ce n'était pas qu'un avertissement, c'était un acte de cadrage stratégique. Ce message visait à repositionner le détroit non plus comme un outil de pression iranien, mais comme un corridor international soumis à une contrainte coercitive. L'Iran repose sur l'ambiguïté. Les États-Unis, eux, s'appuient sur la catégorisation. Téhéran tire avantage d'une situation confuse et instable. Washington, au contraire, bénéficie d'un environnement clairement défini comme problème de sécurité maritime nécessitant une réponse collective. Dès lors, l'Iran conserve la capacité de nuisance, mais perd progressivement le contrôle de la signification de cette menace. C'est ici que l'accumulation militaire devient déterminante. Le facteur le plus critique pour l'Iran n'est pas la présence d'un seul navire ou d'un seul escadron, mais la transformation de cette présence en une architecture opérationnelle cohérente et stratifiée. Un groupe aéronaval a été déployé en urgence. Des avions d'attaque A-10 ont été mobilisés. Des bombardiers stratégiques B-1, B-2 et B-52 ont été intégrés dans le dispositif. Il ne s'agit pas d'un signal isolé, mais d'un renforcement progressif par accumulation. Au cœur de ce dispositif se trouve l'équilibre des porte-avions. L'USS George H.W. Bush a été déployé au Moyen-Orient après avoir quitté Norfolk, comblant le vide laissé par le retrait de l'USS Gerald R. Ford vers la Méditerranée. Cette substitution n'est pas anodine. Elle garantit la continuité du poids stratégique américain dans la région. Parallèlement, l'USS Abraham Lincoln poursuivait ses opérations en mer d'Arabie, portant à 2 le nombre de porte-avions actifs dans la zone. Cela représente plus de 150 avions de combat opérants comme des bases aériennes mobiles. La dimension aérienne suit la même logique. Des bombardiers lourds ont été positionnés à RAF Fairford, au Royaume-Uni. Leur concentration, 23 appareils, transforme le déploiement en capacité de frappe prête à être activée, plutôt qu'en simple démonstration de force. Les communications officielles du CENTCOM renforcent cette perception. Des frappes de missiles Tomahawk, des opérations aériennes embarquées et des missions de bombardiers stratégiques ont été mises en avant dans le cadre d'opérations visant des cibles considérées comme des menaces imminentes. Il ne s'agit plus de symboles, mais d'un processus de sélection et de préparation des cibles. Face à cela, la logique iranienne reste asymétrique. L'objectif n'est pas de remporter une victoire conventionnelle, mais de rendre la sécurisation du détroit coûteuse, politiquement complexe et opérationnellement instable. Cependant, c'est précisément là que la pression commence à se retourner. Plus la menace iranienne devient sophistiquée et multidimensionnelle,
plus elle facilite la justification d'une réponse américaine également stratifiée. L'aviation embarquée maintient le rythme opérationnel. Les destroyers offrent des capacités de frappe à distance. Les bombardiers ajoutent profondeur et flexibilité. Une fois intégrés dans une même architecture de campagne, ces éléments transforment le déploiement en une pression autonome. La crise entre alors dans une nouvelle phase, celle du temps. Lorsqu'un compte à rebours apparaît, les déploiements cessent d'être un simple arrière-plan. Ils deviennent la rampe de lancement d'une action imminente. Cette dynamique a été renforcée par un ultimatum explicite. Donald Trump a exigé la réouverture immédiate et inconditionnelle du détroit d'Ormuz au trafic maritime civil. Une échéance fixée au 6 avril a été évoquée, suivie d'un nouveau cadre temporel encore plus strict de 10 jours. Dans ce contexte, la pression ne se limite plus à la dissuasion. Elle devient une mécanique de déclenchement potentiel, où chaque mouvement, chaque déploiement et chaque déclaration rapproche un peu plus la situation d'un point de bascule stratégique. Qu'elle soit formulée comme une échéance fixée au 6 avril ou comme un compte à rebours de 10 jours, la logique demeurait identique. Le corridor n'était plus soumis à une pression indéfinie, mais à une contrainte temporelle précise. Cette échéance a profondément transformé la nature du dispositif militaire. L'accumulation des forces ne relevait plus d'une simple posture dissuasive, mais s'inscrivait dans une dynamique opérationnelle structurée et orientée vers un objectif clair. Une opération amphibie planifiée, mobilisant près de 5000 marines, visait en priorité Khe-Island, considérée non comme une position secondaire, mais comme un point névralgique. C'est en ce lieu que le système combiné de champs de mines, de présence navale et de pression maritime pouvait être physiquement brisé. Dès lors que cette composante terrestre entrait en jeu, le dispositif global évoluait d'une stratégie de pression aéronavale vers une phase terrestre visible et assumée. Parallèlement, la désignation des cibles gagnait en précision. Les bases des gardiens de la Révolution situées sur Rogue Island étaient explicitement intégrées dans le spectre des frappes. Les batteries de défense antiaérienne portables ainsi que les terminaux d'exportation pétrolière protégeant l'île étaient présentés comme vulnérables à des frappes aériennes menées par des F-35C opérant depuis l'USS George Bush. Les systèmes de missiles anti-navires et les radars déployés le long de la côte méridionale iranienne étaient également intégrés à cette architecture de ciblage. La logique sous-jacente était limpide. La supériorité aérienne ne visait pas seulement à infliger des pertes, mais à neutraliser les capacités structurelles permettant à l'Iran de maintenir une pression constante sur le détroit d'Ormuz. Cette approche était prolongée par la composante stratégique des bombardiers. Les 23 appareils stationnés sur la base de RAF Fairford ne relevaient pas d'une démonstration de force abstraite, mais s'inscrivaient dans une séquence opérationnelle concrète. Les bombardiers furtifs B-2 étaient notamment associés à l'emploi de munitions pénétrantes destinées à frapper des infrastructures souterraines hautement protégées. Lors des frappes de mars, 3 installations de production de missiles appartenant aux gardiens de la Révolution auraient été détruites, de même qu'un centre stratégique de stockage de missiles. À cela s'ajoutait l'intervention de bombardiers B-1 lancés, qui auraient également ciblé des infrastructures souterraines avant de regagner Fairford. Dès lors que ces résultats étaient intégrés au récit opérationnel, la posture aérienne cessait d'être hypothétique pour devenir un levier d'action tangible. La stratégie américaine apparaissait ainsi avec davantage de clarté. Il ne s'agissait pas simplement de représailles, mais d'un processus méthodique de décomposition des capacités adverses, couches radar, systèmes de lancement, infrastructures souterraines et nœuds logistiques. La capacité de nuisance de l'Iran repose en grande partie sur sa faculté à maintenir le détroit dans un état d'incertitude et de risque permanent. La réponse américaine consiste précisément à transformer cet espace flou en un environnement structuré, segmenté en cibles hiérarchisées et soumis à une pression coordonnée. Cette dynamique s'élargissait ensuite à une dimension multinationale. La pression exercée sur le détroit ne relevait plus exclusivement des États-Unis, mais s'inscrivait dans une architecture de coalition en formation. Le Royaume-Uni y occupait une position centrale, non seulement par son engagement diplomatique, mais également par ses capacités amphibies et sous-marines. Le navire RF Alim B était chargé d'opérations de déminage visant à neutraliser les mines déployées par l'Iran dans le détroit d'Ormuz, contribuant ainsi à sécuriser une zone essentielle aux opérations américaines. En parallèle, le sous-marin nucléaire HMS Anson opérait discrètement en mer d'Arabie, à proximité des côtes iraniennes, avec pour mission de détecter les menaces sous-marines et de s'intégrer à la chaîne de frappe maritime. Ces deux plateformes étaient conçues comme complémentaires. L'une agissant en surface à l'aide de systèmes autonomes de détection et de neutralisation, l'autre opérant dans la profondeur pour assurer une veille stratégique et soutenir les opérations offensives. Leur intégration avec les moyens américains, notamment les porte-avions USS George Bush et USS Abraham Lincoln, formait un dispositif cohérent couvrant un large éventail de cibles, allant des ports logistiques aux stations radars, en passant par les bases de vedettes rapides et les infrastructures de surveillance côtière. Les missiles Tomahawk lancés depuis des plateformes britanniques, les frappes aériennes issues des groupes aéronavals américains et l'appui des bombardiers stratégiques converguaient ainsi vers une architecture opérationnelle intégrée. Dans ce cadre,
Les avions d'attaque A-10 Warthog jouaient également un rôle significatif. Leur engagement antérieur contre des embarcations rapides iraniennes et des drones maritimes démontrait que certaines composantes asymétriques de la puissance navale iranienne étaient déjà vulnérables, non seulement en théorie, mais dans la pratique. Le théâtre d'opération s'élargissait encore avec l'implication européenne. Une flotte déployée en Méditerranée orientale, articulée autour du porte-avions français Charles de Gaulle et du navire italien Cavour, adoptait une posture défensive susceptible d'évoluer vers une participation active en cas d'escalade. Les conditions de cette transition étaient clairement identifiées, notamment en cas de menace iranienne visant des territoires européens tels que Chypre, ou à la suite d'attaques comparables à celles observées début mars contre des installations alliées. Ainsi, le détroit d'Ormuz cessait d'être un espace de confrontation bilatérale pour devenir un point de convergence stratégique impliquant plusieurs acteurs majeurs. Toutefois, au-delà de la dimension militaire, la crise revêtait également une dimension politique et normative.